Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans Vision. Maroc Gate et annulation définitive des accords commerciaux avec l'Europe. Les revers diplomatiques et économiques du Maroc sur le Sahara occidental annoncent peut-être la fin d'un cycle, celui de l'exploitation illégale, de la politique du fait accompli et peut-être bientôt la fin de la colonisation du territoire sahraoui. Sur cette entreprise criminelle, le Marzen a d'abord bâti une propagande identitaire mensongère dès le départ des Espagnols en 1975 et surtout un empire financier via un trafic lucratif des ressources minières, halieutiques et agricoles du Sahara occidental avec à la clé des milliards d'euros chaque année. La résistance sahraoui reste, elle, constante et ne se dément pas. On en parle ce soir avec notre invité, M. Mohamed Sidati, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et salutations à vous. Alors, en février dernier, le président sahraoui Brahim Ghali informait via une missive, donc le SG de l'ONU, de la position claire et forte, dit-il, du Front Polisario, qui refuse de participer à toute opération pouvant dévier, le mot est très important, dans le fond ou la forme du cadre référentiel défini dans le plan de règlement ONU-OUA. Alors pourquoi le président sahraoui fait référence à ce mot de déviation? Est-ce qu'il est si important pour le Front Polisario de faire ces clarifications de manière récurrente? C'est pour vous dire d'abord que le Front Polisario et notamment son secrétaire général, le président Ibrahim Ghali, nous sommes d'une constance et d'une clarté jamais démentie. La bonne raison est que la question du Sahara occidental est éminemment une question de décolonisation. Les Nations Unies ont établi un plan de règlement et ils ont proposé la résolution du conflit par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Et à cet effet, il existe un plan. Et il se trouve que malheureusement, ce plan, il y a des tentatives incessantes du Maroc d'essayer de le dévier, d'essayer de vider ce plan du règlement de son fond, de sa substance, pour essayer d'en faire un plan qui lui permette de consacrer son fait accompli colonial au Sahara occidental. Et de toute façon, le Maroc ne participe plus aux négociations dans ce plan de règlement initié par l'ONU et l'OUA. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de s'en débarrasser définitivement, selon vous? Comme je l'ai dit, le Maroc essaye non seulement de vider ce plan, mais essayer de le remettre au calendrier grec d'une part. Et c'est pour cela que je crois que au niveau de la communauté internationale, l'attitude et le comportement est tout autre, parce que le Sahara occidental relève de la responsabilité des Nations Unies en tant que territoire non autonome et que le peuple sahraoui doit exercer son droit à l'autodétermination. Donc ils sont responsables, ils s'attachent et ils sont attachés à ce plan du règlement, et le peuple sahraoui, le Front Polisario, l'avait dit clairement. Tant que les Nations Unies sont attachées aux fondamentaux de la question du Sahara occidental et qu'ils respectent... Qui n'ont jamais été remis en question. Jamais. Et qu'ils respectent leurs engagements à appliquer, à mettre en exécution ce plan du règlement, le peuple sahraoui sera toujours présent. Il se trouve que malheureusement, aujourd'hui, ce plan de règlement a subi des attaques en règle de la part du Maroc, qui essaie de s'en débarrasser, comme vous l'aviez souligné, et que, encore, là, c'est la communauté internationale qui est remise à rude épreuve. Alors justement, le Front Polisario qui a fêté en mai dernier ses 50 ans d'existence, pensant aller de l'avant dans la modernisation des institutions de la RAST, et en novembre 2020, c'est la reprise de la lutte armée, retour donc à une forme de départ avec une communauté internationale qui regarde ailleurs, en direction notamment du conflit russo-ukrainien, considéré comme plus urgent à solutionner. Pourquoi, selon vous, ce conflit du Sahara occidental n'inquiète pas les puissances, en tout cas occidentales? Je dirais que si le problème du Sahara occidental existe aujourd'hui et dans toute son acuité, puisque la lutte armée a repris après les violations par le Maroc du cessez-le-feu en novembre 2020, si c'est le cas, c'est parce que les Nations Unies n'ont pas su assumer leurs responsabilités, n'ont pas su s'acquitter de ce qui leur incombe, de ce qui leur revient, puisqu'ils doivent
permettre au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination. Et ils doivent agir en conséquence. Je parle du Conseil de sécurité et de l'engagement de toutes les Nations Unies, puisqu'il s'agit d'une question de décolonisation qui est discutée, y compris au niveau de l'Assemblée générale, à travers la 4e commission. Bien sûr. Alors, le Conseil de sécurité a davantage de responsabilités. Ils doivent justement prendre les mesures nécessaires. On l'a vu, même au niveau du Conseil de sécurité, il y avait eu des manigances, des manœuvres qui ont fait en sorte que les Nations Unies ne parviennent pas à faire preuve de fermeté pour appliquer leurs résolutions, pour appliquer leurs décisions. Donc, c'est très important à souligner. Et c'est dire, comme je l'ai dit, certains parlent de complaisance, certains parlent de complicité, mais moi je dirais que les Nations Unies restent responsables au regard de la communauté internationale, tant qu'il est vrai que le peuple sahraoui doit exercer inévitablement son droit à l'autodétermination. Les résultats de tout de ce à quoi vous avez fait référence, c'est maintenant la reprise des hostilités, c'est la guerre sur le terrain, et ce 50e anniversaire du Front Polisario a été un message clair et un concentré d'une détermination du peuple sahraoui et on l'a vu, les défilés, qu'ils soient militaires ou civils, ont démontré cette volonté, cette détermination du peuple sahraoui à aller de l'avant pour parvenir à réaliser ses objectifs à la liberté et l'indépendance. On va revenir sur la situation sur le terrain, mais avant je voudrais vous poser la question sur les Nations Unies. On reste sur le Conseil de sécurité auquel prend part désormais l'Algérie, qui a pris un siège donc au Conseil de sécurité plus précisément. Est-ce que vous comptez aujourd'hui évidemment sur le soutien indéfectible d'Alger pour sensibiliser, pour intervenir donc au niveau du Conseil de sécurité? J'ai rencontré son Excellence le ministre des Affaires étrangères. J'ai rencontré son Excellence le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et ce fut une occasion pour nous de leur présenter nos félicitations, mais surtout de leur d'exprimer à l'Algérie notre vœu et notre espoir que l'Algérie puisse jouer un rôle beaucoup plus actif pour faire en sorte à ce que le rôle des Nations Unies soit activé, pour que les Nations Unies fassent preuve de plus de témérité pour essayer de faire avancer le dossier du Sahara occidental. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'Alger? Nous attendons à ce que le représentant spécial reprenne son bâton de pèlerinage, à ce que les territoires occupés puissent être tout à fait Stéphane de Mistura. Nous voulons que les Nations Unies puissent s'acquitter d'un rôle de protection des droits de l'homme et de surveillance et de cette situation, particulièrement dans les territoires occupés où c'est très inquiétant et très préoccupant. Et nous voudrions aussi négocier directement avec le Maroc les voies et moyens pour sortir de l'ornière, pour sortir de cette situation où nous a mis justement le Maroc avec un certain silence, un certain mutisme côté unusien. Oui, voire complicité de certaines puissances. On revient sur donc la situation sur le terrain actuellement. On parle d'une guerre qui s'intensifie avec les forces d'occupation marocaines qui subissent des bombardements répétés de l'armée populaire de libération sahraoui. L'armée marocaine essuierait de son côté de nombreuses désertions dans ses rangs. Des militaires marocains qui refusent de porter l'uniforme d'une armée mise sous tutelle des sionistes. Il y a bien sûr le conflit israélo-palestinien en filigrane, mais avant, quelle est la situation sur le terrain actuellement? Bien sûr, la situation, c'est une guerre d'usure qu'a initié le peuple sahraoui depuis la rupture du cessez-le-feu. Et là, elle fait ses effets justement, où vous êtes référé à un certain nombre d'éléments ou de facteurs, et de toute façon, surtout la détermination du peuple sahraoui à continuer cette guerre. Je veux souligner un élément, c'est que il est vrai que le Maroc a recours à des moyens technologiques sophistiqués, etc., mais il n'empêche que le peuple sahraoui, les forces armées sahraouies s'adaptent et continuent de prendre le dessus dans cette guerre cruelle et criminelle à l'endroit du peuple sahraoui. Et partons donc, non seulement nous sommes confiants et optimistes dans nos combattants, mais je veux dire aussi que quel que soit le sacrifice, quelle que soit la sophistication de cette guerre, le peuple sahraoui est déterminé non seulement à s'adapter, mais à emporter des victoires. Ceci étant, encore une fois, c'est une guerre de résistance, c'est une guerre d'usure que le peuple sahraoui saura mener à son terme. Donc vous comptez sur le temps
Quand vous parlez de guerre d'usure, comptez sur le temps. Je crois que le 50e anniversaire, tel qu'il a été commémoré, a démontré bel et bien que le peuple sahraoui est déterminé par une présence massive, je veux dire sur le plan militaire, sur le plan civil, etc. Ce qui a démontré que le peuple sahraoui prend le temps pour le temps et il compte justement à tenir tête à ces envahisseurs le temps qu'il faudra. Donc nous continuons à résister et bien sûr le temps qu'il faudra. Nous dirons que cette guerre est un gâchis pour le Maghreb, pour les deux peuples, marocains et sahraouis, mais il n'empêche que le peuple sahraoui est décidé et il n'a d'autre choix que celui-ci. Bien qu'on a parlé tout à l'heure des Nations Unies, on a voulu privilégier la voie pacifique pour résoudre ce conflit, pour avancer, mais il n'empêche, si il y a lieu de continuer cette résistance, le peuple sahraoui le fera et continuera. Et comme je le disais, donc de l'autre côté, le Maroc a bien du mal aujourd'hui à convaincre, notamment certains éléments, des dizaines d'éléments de son armée, de continuer, de poursuivre cette guerre contre les Sahraouis. Il y a donc, je le disais, le conflit israélo-palestinien, puisqu'il y a aussi cet accord sécuritaire entre les sionistes et le Marzen qui pèse aujourd'hui sur ce conflit. C'est un peu la nouvelle donne de ce conflit qui vous oppose au Maroc. Cette guerre, c'est un gâchis, j'insiste, je répète, mais surtout elle est en train de produire ses effets. On l'a vu actuellement, le Royaume du Maroc, dans quelle situation de crise sur tous les plans. Et en plus de cela, ce qui met, si je peux dire, ce qui menace la sécurité, la stabilité dans toute notre région. Et bien sûr, le Maroc a fait ses choix. Il a fait le choix de continuer à opprimer le peuple sahraoui. Il a fait le choix de faire des alliances contre nature. Et ce qui fait que nous sommes dans une situation vraiment très préoccupante. Est-ce que la propagande marocaine est en train de s'essouffler, M. Sidati? C'est l'objet de ma question. J'ai l'impression que tout a une fin, et particulièrement quand il s'agit d'une propagande mensongère, non fondée et opposée aux droits des peuples. Particulièrement avec le choix de cet accord avec les sionistes, accord sécuritaire. Il y a cet accord, et moi je dirais que cette guerre qui pèse négativement pour les intérêts du Maroc dans ce conflit. Qu'il s'agit d'une guerre qui est populaire et que le peuple marocain y adhère. Moi je dirais tout le contraire, parce que le prix payé par les Marocains est énorme et surtout ça remet en question en plus la crédibilité, la viabilité de ce régime, des thèses marocaines. Oui. Et donc moi je suis convaincu que au fur et à mesure le monde est en train de prendre conscience, et particulièrement à l'intérieur du Maroc, de cette guerre, de son coût et parfois même de son absurdité. Oui. Et donc, moi, je suis convaincu que tôt ou tard... il y aura un sursaut de conscience de collectif. Je compte sur le sursaut. Alors, là où il y a aussi un manque de crédibilité, c'est à partir du 6 juin où la Commission européenne a confirmé qu'il n'y aura plus en tout cas de négociations pour renouveler l'accord de pêche Union européenne-Maroc avant une décision de la Cour de justice européenne, avant que la CJUE ne rende de son verdict, donc qui est attendu avant la fin de l'année, qui devrait d'ailleurs confirmer ses premiers verdicts. Cette décision, c'est avant tout un revers diplomatique sévère, à la fois pour l'Union européenne, d'ailleurs, qui s'est complètement empêtré dans ce pillage des ressources sahraouis, et aussi pour le Maroc, qui revendique sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Je crois que déjà la cause sahraoui, le peuple sahraoui, Front Polisario, ont enregistré un grand succès lorsque la Cour de justice européenne a annulé les accords. Or, pour les contourner, l'Union européenne, à l'instigation de l'Espagne et de la France, ont essayé, bien sûr, avec le Maroc, de contourner cette annulation, cette invalidation par un recours. Tout simplement pour gagner du temps et continuer à piller les richesses et les ressources naturelles du Sahara occidental. Je crois qu'on est au bout du chemin
Et aujourd'hui, on est près de la date fatidique où la Cour européenne doit réitérer ce qu'elle a déjà décidé, la nullité et l'invalidité de ces accords. Et c'est la première fois que la Commission européenne accepte d'appliquer les décisions de la Cour de justice européenne. L'Union européenne ont été partie prenante dans ce pillage, dans ces accords, dans l'élaboration de ces accords. Ils les ont défendus. Et je me rappelle au niveau des institutions européennes, comment on a pu essayer de faire face à une situation où l'Union européenne essaye par tous les moyens et de défendre mordicus ces accords. Aujourd'hui, on s'approche de leur vérité et moi je crois non seulement ils vont réitérer leur décision, je veux dire la Cour de justice, mais au moment où l'Union européenne est impliquée dans des conflits, où le Maroc est englué dans des scandales, au niveau des institutions européennes et vis-à-vis qu'il s'agisse de Pegasus ou qu'il s'agisse de la corruption du Maroc-Gate, etc. Je crois qu'on s'approche de la fin d'une situation, mais surtout pour le peuple sahraoui, ça ouvre des perspectives. Mais concrètement, c'est quoi la fin de cette situation? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc après? Alors pour nous, non seulement il s'agit pour nous que l'Union européenne cesse justement son implication dans ces accords illégaux et dans ces accords qui sont de recel, enfin de rapine. Mais je crois que c'est très important parce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour le peuple sahraoui, pour le Front Polisario. La plus importante de ces c'est le non-renouvellement des accords comme celui de la pêche auquel vous avez fait référence, surtout le non-renouvellement de tout accord ou la conclusion de tout accord qui inclut illégalement le Sahara occidental, que ce soit géographiquement parlant, que ce soit ou en tout cas maritime. Sans le consentement des Sahraouis. Sans le consentement. Mais de l'autre côté, c'est très très important. Je crois que ça ouvre les perspectives pour le peuple sahraoui dans le sens où il peut et doit demander réparation pour préjudice subi. C'est-à-dire il doit demander des réparations, qu'elles soient financières ou morale pour le préjudice subi, et je crois que ça c'est très important en soi. De l'autre côté, ça dissuade quelles seraient les réparations morales les multinationales et d'autres qui sont actuellement au Sahara occidental. Ce serait quoi des réparations morales? Les réparations morales, c'est d'abord la reconnaissance du droit du peuple sahraoui inaliénable et de dialoguer directement et négocier directement avec le Front Polisario par les institutions européennes, par tous ceux qui veulent exploiter les richesses du Sahara occidental. Et bien sûr, ça se terminera par un dialogue, une négociation directe avec le Maroc. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, puisque les pays de l'Union européenne s'orientent déjà vers des négociations avec la Mauritanie pour éviter une interruption définitive des activités de pêche de leurs navires de ces navires dans la région. Est-ce qu'on peut parler justement de la fin d'un cycle, justement, la fin de l'exploitation dès le juillet prochain? C'est là que rendra, le 17 juillet précisément, c'est là que la Cour de justice rendra son dernier verdict. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'Union européenne ou tous ceux qui participent dans le pillage et le recel des richesses du Sahara occidental qu'ils vont abandonner, c'est incontestable. Et de l'autre côté, je dois dire une chose, le Sahara occidental est tellement riche qu'il est irremplaçable. Aucun pays ne peut prendre le relais du Sahara occidental pour ce qui est des richesses et des ressources naturelles. La meilleure des voies, c'est de négocier directement avec le représentant légitime et unique de ce peuple, en l'occurrence le Front Polisario. De l'autre côté, on le sait très bien, le Maroc occupe le Sahara occidental, entre autres pour des raisons politiques, mais aussi et surtout économiques. Et donc il faut que le Maroc parvienne à la conclusion qu'il doit cesser cette exploitation dès le moment où le reste du monde refuse de continuer à participer à ce pillage effréné des ressources du Sahara occidental. Moi, je crois que c'est en reconnaissant la légalité internationale, en respectant le droit du peuple sahraoui et en négociant avec le peuple sahraoui qu'on puisse parvenir à une solution définitive et bénéfique pour tout le monde, autant que je sache. Idem donc pour les accords agricoles qui octroient aux produits marocains de toute façon, même des préférences douanières marocains issus, bien sûr. De toute façon, même les produits agricoles, on parle des produits agricoles et produits de pêche.
Oui. Donc, pour l'instant, c'est les produits de pêche qui de ont toute été, façon, les deux accords sont intimement liés. Et partons donc, qui dit accord de pêche dit aussi accord agricole. Et je crois que l'attitude de l'Union européenne doit être une et la même concernant tous les accords avec le Royaume du Maroc. Donc ils seront définitivement annulés à leur tour. À notre avis, c'est aussi évident que c'est aussi évident. Alors rien dans la jurisprudence sur le Sahara occidental actuellement ne protège les ressources minières sahraouies. Un immense trafic de minerais et de métaux avec notamment l'exportation vers Madrid par le Maroc de phosphate en provenance du Sahara occidental occupé reste toujours en cours. Est-ce que les arrêts de la Cour de justice peuvent de même avoir et doivent être même élargis à l'exploitation de la mine de Boukra, qui est devenue l'une des principales sources de revenus pour le Marcel? De toute façon, quand on parle des accords de pêche, c'est une référence et où l'Espagne est fortement impliquée. Ceci étant, pour les phosphates, il y a d'autres multinationales qui participent à ce pillage et à leur exploitation illégale. Ceci étant, à mon avis, il est très important que la Cour européenne de justice émette un avis et exige qu'on puisse respecter ces accords. Et c'est là l'étape la plus importante. C'est-à-dire ces accords. Oui, comment concrètement? C'est-à-dire un mécanisme de surveillance qui doit prévaloir pour faire en sorte à ce que l'on ne puisse pas violer ces accords. Et c'est pour cela que j'insiste sur les réparations pour préjudice subi. Parce que ça dissuade encore une fois, surtout les multinationales intéressées par le profit, à essayer de continuer de bénéficier de l'aubaine, entre guillemets, Sahara occidental. Et je crois que là aussi, je crois qu'au niveau international, il faudra bien que les Nations Unies puissent intervenir pour participer à la protection des ressources du Sahara occidental et empêcher leur exploitation, tant il est vrai que le peuple sahraoui n'a pas encore exercé pleinement son droit à l'autodétermination. Mais on peut étendre. Et il reste le seul interlocuteur, puisque dans la décision de la Cour européenne, ils disent qu'il faut qu'il y ait un consentement du peuple sahraoui exprimé à travers le Front Polisario et son représentant. On peut aujourd'hui étendre cet arsenal juridique acquis à travers la Cour de justice européenne aux ressources minières. Je crois que les exemples foisonnent. Si on se rappelle la situation de la Namibie lors du processus de décolonisation et même avant, si on se souvient de la situation de l'apartheid et la nécessité du boycott, moi je crois qu'il en est de même pour le Sahara occidental. Il faudra bien que les richesses du Sahara occidental profitent au peuple sahraoui et surtout ne fassent l'objet d'aucune exploitation, d'aucune utilisation sans le consentement du peuple sahraoui. En tout cas, et là, les Nations Unies doivent jouer leur rôle et la communauté internationale. On le voit, c'est un apport ce qui se passe au niveau de l'Europe, mais il faudra bien que la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies, assument leurs responsabilités dans ce sens. Oui. On terminera sur la déclaration de la présidente de l'association d'amitié Portugal-Sahara occidental, Luísa Totonio Pereira, qui dit qu'il sera extrêmement difficile à la Commission, au Conseil et au Parlement européen de trouver des expédients pour les décisions de sa propre Cour de justice lorsque celle-ci rendra public le jugement final sur les illégaux accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et le Maroc, et de continuer surtout, et c'est sur cela que je veux vous faire réagir, de continuer à nier les violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Est-ce que ce sera la prochaine étape finalement dans cette bataille judiciaire du Front Polisario dans les instances internationales, auprès de l'Europe particulièrement, qui nie complètement, qui fait mine de ne pas voir ce conflit du Sahara occidental, cette exploitation, cette colonisation du Maroc du territoire sahraoui? Et est-ce que in fine, ça peut changer la mécanique des relations entre l'Union européenne et le Maroc? Alors, moi, je dirais d'abord, il appartient aux institutions européennes, quelles qu'elles soient, de respecter les décisions de justice européenne. Parce que les institutions qui ne respectent pas leur propre justice, je crois que ça entache leur crédibilité. Ça, c'est la première des remarques. Deuxième chose, il se trouve que cette exploitation de ressources et la participation des pays de l'Union ou des multinationales, c'est un, si vous voulez, c'est un quitus donné au Maroc
pour continuer à perpétuer la répression, l'oppression, et vous y êtes référé à la violation des droits de l'homme au Sahara occidental, et c'est ce qu'ils font actuellement. C'est un cutus à une occupation brutale, illégale, qui est contraire aux décisions internationales, à la volonté des Nations Unies et leurs résolutions pour résoudre ce conflit pacifiquement et à travers l'autodétermination inaliénable du peuple sahraoui. Donc de ce point de vue, si on le voit bien, cette exploitation, cette participation entretient, si je peux dire, une occupation et donne encore davantage les moyens au Maroc de continuer sa répression et son oppression à l'endroit du peuple sahraoui. Donc c'est très important. Et l'une des manifestations de cette oppression et de cette occupation illégale est bel et bien les violations des droits de l'homme. Ouais. Aujourd'hui, le Sahara occidental est un pays qui vit en état de siège. Les populations sont interdites de mouvement, de liberté de mouvement, de déplacement, de possibilité de manifestation. Et donc, vraiment, nous sommes dans une situation, vous aviez évoqué tout à l'heure la Palestine, là, le Sahara occidental est vraiment soumis à une situation insoutenable. Donc, est-ce que ce qui se passe actuellement dans la Cour de justice européenne peut faire évoluer la question des droits de l'homme? Incontestablement, je vais en venir. Je suis convaincu que si les institutions européennes, les multinationales, les sociétés européennes cessent leur participation et leur complicité avec le Maroc dans l'exploitation des ressources, ça ne pourra que être un plus ou un aspect positif pour l'amélioration et surtout pour la fin de cette, non seulement occupation illégale, mais de cette violation permanente des droits de l'homme et des peuples au Sahara occidental. Mohamed Zidati, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, et je remercie vos spectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie. Très bonne suite des programmes. Au revoir.